Paul Newman. Un nom qui claque comme un coup de tonnerre dans l'histoire d'Hollywood. Imaginez un homme aux yeux bleus perçants, un sourire désarmant, une présence qui crève l'écran. Mais Paul Newman, ce n'est pas qu'une star de cinéma. C'est une légende forgée dans l'adversité, un rêveur qui a transformé ses blessures en triomphe. Né le 26 janvier 1925 à Cleveland, dans l'Ohio, rien ne prédestinait ce fils d'un commerçant à devenir une icône mondiale. Pourtant, il a marqué le cinéma, la philanthropie et les cœurs de millions de personnes. Alors, pourquoi Paul Newman? Parce que son histoire est un mélange explosif de talent brut, de résilience et d'humanité. Accrochez-vous, cette vidéo va vous embarquer dans un voyage de 30 minutes à travers une vie hors du commun. Nous allons explorer chaque chapitre de sa vie, son enfance modeste mais pleine de promesses, ses années de guerre qui l'ont façonné, ses débuts hésitants sur scène, son ascension fulgurante à Hollywood, ses amours tumultueuses, ses tragédies personnelles, bien sûr, son héritage philanthropique monumental. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le mythe, celui qui a su transformer ses failles en lumière. Si vous aimez les histoires qui inspirent et qui secouent, laissez un like et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Enfance et adolescence. Paul Leonard Newman naît dans une Amérique encore marquée par les échos de la Grande Dépression, le 26 janvier 1925, à Cleveland, Ohio. La ville, industrielle et vibrante, est le décor de ses premières années. Son père, Arthur Newman, est un homme d'affaires d'origine juive allemande, à la tête d'une entreprise de matériel sportif prospère, Newman Stern. C'est un homme austère, exigeant, qui croit en la discipline et en la sueur comme seule voie vers le succès. Sa mère, Teresa, d'origine slovaque et catholique fervente, apporte une toute autre couleur à la maison. Passionnée de théâtre, elle passe des heures à lire des pièces et à emmener le jeune Paul voir des spectacles locaux. C'est elle qui plante la graine de l'art dans son esprit. Dès l'âge de 7 ans, Paul monte sur les planches dans une pièce scolaire, jouant un rôle secondaire dans Robin des Bois. Il dira plus tard, « J'étais terrifié, mais quelque chose en moi vibrait ». En grandissant, Paul devient un adolescent magnétique. À Shaker Heights High School, il est le genre de garçon qui attire tous les regards. Grand, élancé, avec des traits déjà sculptés et ses yeux bleus qui deviendront légendaires, il fait tourner les têtes. Il excelle au football, rêvant de gloire sur le terrain, mais il aime aussi flâner avec ses amis, draguer les filles et se perdre dans des après-midi insouciants. Pourtant, son père ne voit pas ça d'un bon œil. Arthur veut un fils sérieux, un héritier pour l'entreprise familiale. Les tensions montent à la maison. Paul se rebelle, préférant les rires et les matchs aux leçons de commerce. Une anecdote raconte qu'un jour, après une dispute, il a claqué la porte pour aller jouer dans une pièce amateur, laissant son père furieux mais secrètement impressionné par son audace. Mais en 1943, tout change. La Seconde Guerre mondiale bat son plein, et Paul, à peine 18 ans, sent l'appel du devoir patriotique. Il rêve de devenir pilote dans la marine, de s'élever dans les cieux pour défendre son pays. Il s'inscrit à un programme d'entraînement à l'université de Yale, le cœur gonflé d'ambition. Seulement, lors d'un test médical, le verdict tombe comme un coup près, il est daltonien. Incapable de distinguer les couleurs, il ne pourra jamais piloter. C'est un choc brutal, un rêve qui s'effondre en une seconde. Mais Paul ne baisse pas les bras. Déterminé à servir, il rejoint la marine comme opérateur radio et mitrailleur dans le Pacifique. Pendant 2 ans, il vit au rythme des missions, des alertes, des nuits sans sommeil. Stationné sur des bases comme Hawaï et Guam, il voit la guerre de près, les avions qui tombent, les camarades qui ne reviennent pas. Cette période forge son caractère, lui apprend la résilience et le goût du risque, des qualités qui le suivront toute sa vie. Début au théâtre et à l'université. 1945, la guerre est finie, et Paul revient à Cleveland transformé. À 20 ans, il n'est plus le gamin insouciant d'avant. Il s'inscrit à l'université de Kenyon, dans l'Ohio, grâce à une bourse sportive. Là, il brille sur le terrain de football, mais il découvre aussi la bière, les soirées et les amitiés bruyantes. Un soir, après un match, tout bascule. Une bagarre éclate dans un bar local, rien de bien méchant, juste des jeunes qui se défoulent. Mais la police intervient, et Paul se retrouve menotté avec ses coéquipiers. Résultat, il est viré de l'équipe. Pour beaucoup, ce serait la fin d'un rêve. Pour Paul, c'est un tournant. Déséuvré,
il erre sur le campus jusqu'à ce qu'un ami lui suggère de rejoindre le club de théâtre. Pourquoi pas? Se dit-il. Il auditionne pour une pièce et décroche un petit rôle. Sur scène, il ressent une montée d'adrénaline qu'il n'avait jamais connue, même au football. Le théâtre devient son refuge. À Queugnon, Paul se plonge dans les cours de littérature et de théâtre. Il lit Shakespeare, étudie Stanislavski et travaille sa diction. En 1949, il décroche le rôle principal dans The Front Page, une pièce universitaire. Ce soir-là, le public est suspendu à ses lèvres. Son charisme naturel éclate, une voix grave, un regard intense, une présence qui remplit la salle. Il comprend qu'il tient quelque chose de spécial. Diplôme en poche, son père l'attend à Cleveland pour reprendre l'entreprise familiale. Mais Paul refuse. Lors d'une discussion tendue, il lance « Papa, je veux être acteur ». Arthur, sceptique, le met en garde, c'est une vie d'incertitude. Paul s'en moque. Il part pour le Wisconsin, intègre une troupe théâtrale et rencontre Jackie Witt, une jeune actrice blonde de 19 ans. Entre eux, c'est électrique. En quelques mois, ils se marient, portés par la fougue de la jeunesse et des rêves partagés. Mais la réalité le rattrape vite. En 1950, son père tombe malade. Paul revient à Cleveland pour aider à gérer l'entreprise, le cœur lourd. Il se sent coupable, il n'a jamais été l'athlète ou l'homme d'affaires que son père espérait. Quand Arthur meurt, Paul est dévasté. Il dira plus tard, « Je n'ai jamais vu la fierté dans ses yeux ». Quelques mois après, Jackie donne naissance à leur fils, Scott. À 25 ans, Paul est père, mais ses rêves d'acteur brûlent toujours. Il fait un choix radical, il confie l'entreprise à son frère et s'inscrit à Yale pour étudier la comédie. Là, il se frotte à des professeurs exigeants, peaufine son art, et attire l'attention d'un agent. En 1952, il débarque à New York, prêt à conquérir Broadway. Carrière à Broadway et premier pas à Hollywood. New York, 1952. Paul intègre le prestigieux Actors Studio, où il côtoie Marlon Brando et James Dean. Il apprend la méthode, cette technique qui demande de puiser dans ses émotions profondes. En 1953, il décroche un rôle dans Picnic à Broadway. La pièce est un triomphe, 14 mois de représentation, des critiques dithyrambiques. Paul y incarne un jeune rêveur, et son magnétisme fait vibrer les spectateurs. C'est là qu'il rencontre Joanne Woodward, une actrice talentueuse au regard pétillant. Une étincelle jaillit, mais Paul est marié, père de 2 enfants, Suzanne est née entre-temps. Il refoule ses sentiments, mais Joanne reste dans un coin de son esprit. Hollywood remarque son succès et lui offre un contrat avec Warner Brothers. À 28 ans, il déménage à Los Angeles, prêt à conquérir le grand écran. Son premier film, Le Calice d'argent, 1954, est un désastre. Paul y joue un sculpteur grec, engoncé dans une toge ridicule. Les critiques sont assassines, Newman est aussi convaincant qu'une statue de plâtre. Il déteste le résultat, au point de s'excuser publiquement plus tard. Mais il rebondit. En 1955, James Dean meurt dans un accident de voiture. Paul hérite de son rôle dans Marqué par la haine, l'histoire du boxeur Rocky Graziano. Il s'entraîne dur, apprend à boxer, et livre une performance brute, viscérale. Le film est un succès retentissant. À 30 ans, Paul Newman devient une étoile montante. En coulisses, sa vie personnelle vacille. Son mariage avec Jackie s'effrite sous le poids de sa carrière et de son attirance pour Joanne. En 1957, il divorce, un choix douloureux mais inévitable. Quelques mois plus tard, il épouse Joanne. Leur alchimie explose dans Les Feux de l'été, 1958, où ils jouent un couple tourmenté. Puis vient Chat sur un toit brûlant, face à Elizabeth Taylor. Son interprétation d'un homme brisé par ses démons lui vaut une première nomination aux Oscars. Paul Newman n'est plus un espoir, il est une star. Ascension à Hollywood et rôles emblématiques. Les années 60 et 70 sont l'âge d'or de Paul Newman. Il enchaîne les rôles légendaires. Dans L'Arnaqueur, 1961, il est Eddie Felson, un joueur de billard ambitieux et torturé. Sa démarche nonchalante, ses silences lourds de sens captivent. Puis vient Luc la main froide, 1967. Paul y joue un prisonnier rebelle, défiant l'autorité avec un sourire insolent. La scène où il mange 50 œufs durs devient iconique,
un défi qu'il a vraiment relevé sur le tournage. En 1969, Butch Cassidy et le Kid le réunit avec Robert Redford. Leur complicité crève l'écran. Paul et Butch, le cerveau charismatique, Redford, le tireur taciturne. Le film est un triomphe mondial. 4 ans plus tard, ils se retrouvent dans L'Arnaque, 1973, une comédie sur des escrocs malins. Le film rafle 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Mais derrière les projecteurs, la vie de Paul s'assombrit. Son fils Scott, né de son premier mariage, grandit dans l'ombre écrasante de son père. À 20 ans, il abandonne l'université, tente une carrière d'acteur, mais sombre dans l'alcool et la drogue. Paul, rongé par la culpabilité, essaie de l'aider au stage de désintox, longue discussion mais rien n'y fait. En novembre 1978, Scott meurt d'une overdose à 28 ans. Paul est anéanti. Il dira « C'est la pire chose qui me soit arrivée ». Cette tragédie le pousse à agir. Il fonde le centre Scott Newman pour lutter contre la toxicomanie, puis lance Newman's Own, une marque alimentaire dont tous les profits vont à des œuvres caritatives. En quelques années, il reverse des millions pour aider les enfants malades. La star devient un bienfaiteur. Philanthropie et héritage. Dans les années 80, Paul reste une force à Hollywood. En 1986, il reprend le rôle d'Eddie Felson dans La couleur de l'argent, réalisé par Martin Scorsese. À 61 ans, il prouve qu'il n'a rien perdu de son éclat. Sa performance, pleine de maturité et de nuances, lui vaut enfin l'Oscar du meilleur acteur, après 9 nominations. Mais le temps passe. En 2007, atteint d'un cancer du poumon, il annonce sa retraite. Il passe ses derniers mois dans sa ferme du Connecticut, entouré de Joan, son rock depuis 50 ans, et de leur fille. Le 26 septembre 2008, Paul Newman s'éteint à 83 ans. Le monde pleure une légende. Paul Newman, c'est plus qu'un acteur. C'est un homme qui a transformé ses failles en force. Ses films aux plus de 60 restent des classiques. Sa philanthropie, plus de 500 millions de dollars donnés via Newman's Own, continue d'aider des milliers d'enfants. Son mariage avec Joan, rare exemple de stabilité à Hollywood, inspire encore. Alors, quelle part de son histoire vous touche le plus? Ses rôles inoubliables? Sa générosité? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a ému, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres récits qui remuent l'âme. À bientôt! Paul Newman nous a quittés, mais son héritage brûle encore. Chaque pot de sauce Newman's Own vendue, c'est un enfant aidé quelque part dans le monde. Chaque rediffusion de Luc la main froide ou L'Arnaque, c'est une nouvelle génération qui découvre son génie. Il a dit un jour, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un gars qui a essayé. Et il a réussi, bien au-delà de ses rêves. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, et restez connectés pour d'autres histoires extraordinaires.